va décaler Sidibé, le central de Sidibé pour Mbappé. De Monaco à Paris, la trajectoire de Kylian Mbappé est celle d'un garçon hors norme. Un surdoué du football, dont le talent rare fut détecté dès son enfance, à Bondy, en région parisienne. Entraîné par son père, Wilfried, un ancien footballeur de niveau régional, le jeune prodige fait rapidement des merveilles sur les pelouses du stade Léo-Lagrange, situé à 2 pas du domicile familial. C'était déjà un crack chez nous, il n'y a même pas de... Ce que vous voyez, ce qu'il fait aujourd'hui, chez nous, il le faisait. Alors, c'est pas les mêmes oppositions, évidemment, vous allez me dire ça, c'est évident, mais il faut être bon à son niveau, à son âge. Peu importe qui vous jouez, à son âge, il peut pas jouer des... Et à son niveau, il était 10 fois, 20 fois, 100 fois au-dessus des autres. Il faisait les choses mieux, plus rapidement et avec plus de régularité que les autres. Il a toujours été surclassé dans ces catégories de jeunes. Il disait oh, il me faut 1 mois, il me faut 2 mois, il me faut 3 matchs pour être au niveau. Ça a toujours été comme ça, mais en fait, c'est pas de l'arrogance. Il prend la mesure de la chose et très vite, il se rend compte qu'il est capable de. Moi, c'est surtout ce qui m'a impressionné sur Kylian, c'est ses déplacements. Au-delà de ses gestes techniques, qui sont, wow, on les connaît, mais faire des déplacements aussi intelligents à son âge, quand il avait 7 ans, quand il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans et jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'étais très, très impressionné. Je me souviens, lors d'une séance d'entraînement, et même moi, je me suis dit, mais moi, mon neveu, il se déplace encore mieux que des joueurs que j'entraîne. Et donc, déjà, très tôt, mon frère, il a très vite vu que c'était un futur talent. Comme son père, le frêle attaquant comprend rapidement qu'il a de l'or dans les pieds et structure déjà ses ambitions. Seul, il élabore un plan de carrière bien précis. Wilfried a des vidéos de lui enfant qui décrit son parcours. Il a 4 ans, il décrit son parcours qu'il a aujourd'hui. Enfin, il a un peu plus d'avance, mais il a toujours décrit son parcours. Il voulait faire Clairefontaine, aller dans un club français, puis après finir au Real de Madrid. Ouais, il est souvent resté avec moi quand Wilfried et Faiza partaient. Il restait avec moi et de là, j'entendais tous ses rêves. Je veux jouer la Ligue des Champions, je veux gagner le Ballon d'Or, je veux gagner la Coupe du Monde. Il chantait la Marseillaise à 3 ans, à 4 ans, il chantait la main sur le cœur, la Marseillaise. Il disait, moi, je vais jouer en équipe de France. Et on rigolait, parce que je trouve ça marrant, à 6 ans, à 7 ans, un enfant qui vous dit ça. Et je vais jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Petit, on se dit, oui, c'est un grand rêveur. Mais plus il grandit, plus on se dit, il a la qualité. On sentait qu'il était différent des autres. Il était dans sa bulle, dans son monde. Pour nous, c'était impensable. Dans le sens où on le voyait jouer, on voyait qu'il avait des qualités. Mais de là à se dire qu'il atteindrait ce niveau-là, il y a vraiment il n'y a que lui qui a cru. La précocité, le maître mot de la vie de Kylian Mbappé. Un gamin sûr de lui, rempli d'ambition et de culot. Il a 10 ans lorsqu'Alain Mboma et sa femme, des intimes de la famille Mbappé, lui offrent une réplique miniature du stade Santiago Bernabéu de Madrid. Son idée, c'est de dire je vais aller jouer au Real de Madrid. Donc on lui dit, on va t'offrir des places pour le Real de Madrid. On lui ramène une maquette. Et nous, on se moque de lui. On se moque de lui en disant ça. Lui, comment il a retourné la chose? Il a dit, un jour, c'est moi qui vous emmènerai au Real de Madrid dans les loges. Et on s'éclate de rire. On s'éclate de rire parce que c'est ces choses-là qui font qu'on dit que c'est un petit fou à l'époque. Parce qu'on dit, qu'est-ce que lui va nous emmener au Real de Madrid? C'est juste du rêve. Le gamin tiendra pourtant parole et emmènera quelques années plus tard toute sa famille visiter les installations du Real Madrid, qui souhaite alors le recruter. Chez les Mbappé, le sport est une affaire de famille. Outre le papa, Faiza, la maman, est une ancienne joueuse de handball de première division, au caractère bien affirmé. En 1999, 1 an après la naissance de Kylian, le couple recueille dans son foyer un garçon de 10 ans, Jires Kembo, arrivé en France 4 ans plus tôt de son Congo natal, où sont restés ses parents. Futur international espoir français,
Giresse devient naturellement un modèle pour Kylian. Giresse arrive en France depuis la République démocratique du Congo. Il rejoint un membre de sa famille qui doit l'accueillir. Et parallèlement, Wilfried, qui intervenait à l'école, me semble-t-il, l'avait détecté là-bas. Donc il l'avait amené au club de foot de Bondy. Et petit à petit, la situation, on va dire, sociale un petit peu difficile de Giresse a fait que la famille Mbappé l'a pris sous son toit. Wilfried est devenu son tuteur légal. Donc le grand frère adoptif de Kylian est son plus bel exemple en même temps. Il l'a suivi dans ses différents matchs, il est rentré dans les vestiaires dans lesquels jouait Giresse, il a entendu des causeries, il a entendu des consignes. C'est peut-être, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tactiquement il a compris des choses bien en avance, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a compris des choses bien en avance, c'est qu'il a très tôt entendu des choses je parle de QI football, en termes footballistiques, il a dû entendre des choses bien en avance sur son temps et les assimiler très rapidement. Génie du football, le jeune Kylian est aussi un enfant proche de l'hyperactivité. Doué dans tout ce qu'il entreprend, mais difficile à gérer à l'école, où son parcours se révèle tortueux dès ses premières classes. Pour la scolarité, ça a toujours été un souci, non pas par l'école en tant que même, parce que c'était un garçon plutôt intelligent, qui absorbe vite les choses, mais c'était pas son ambition. C'est plus, j'ai envie de dire qu'il était très focus sur son envie de réussir dans le foot, et il n'y avait que ça qui n'allait dans sa tête. Dans les différents établissements qu'il fréquente, il manque de se faire renvoyer à plusieurs reprises. Sa maman, omniprésente, rencontre régulièrement les professeurs des écoles. Elle leur explique que son fils est différent et qu'il a besoin d'une attention particulière. On voyait Faiza tous les soirs, qui allait repérer, qui allait voir Marc, le maître, qui était un maître très impliqué, aussi pédagogie active, et qui nous demandait comment s'était passée la journée. Et Kylian savait que ce soir-là, le soir, il y avait le passage. On a pris beaucoup de temps autour de Kylian de paroles, de discussions. Ça aurait pu être très très compliqué, effectivement. Les enseignants, en tout cas Marc et quelques enseignants à Pasteur, l'établissement précédent, ont eu cette capacité de le prendre comme il était, et de toujours lui mettre des repères forts, parce qu'il pouvait s'échapper, soit dans une nonchalance, soit dans une rêverie. Pour le préserver de mauvaises fréquentations, ses parents l'inscrivent au collège dans un établissement privé catholique de Bondy, où son comportement va là encore poser problème. Kylian, c'était le seul élève, sur l'instigation de sa maman justement, à avoir une feuille en 5e où toutes les heures, il devait faire signer par l'enseignant. Il y avait des petites coches, comment il s'était tenu, bien, très bien, pas bien, voilà. Donc il y avait de l'inquiétude. Il y avait de l'inquiétude. Durant son année de 5e, l'adolescent est suivi par un psychologue. Le socle familial, solide et équilibré du jeune homme, va lui offrir une base indispensable à son épanouissement. Ultra protecteur, ses parents œuvrent pour que Kylian ait une scolarité normale et un cadre éducatif strict. Il savait que s'il descendait sous un niveau trop bas, Wilfried et Faiza l'auraient cerné et auraient exigé. Voilà, donc il a toujours joué à cette intelligence de jouer, jusqu'à temps que le boulet arrive à côté de ses oreilles. Je restais persuadé que l'éducation qu'il a reçue l'a permis malgré tout de rester, de ne pas être borderline. Voilà, c'est ce que je pensais. Parce que c'était le gamin qui aurait été capable de péter un plomb parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Un jour, il y a un de ses camarades qui l'a un peu cherché et il s'est moqué de son blouson. Et donc, la maman l'a mis avec un pantalon pas de def, qui était démodé depuis 20 ans, et des baskets à scratch pendant 1 semaine. Et il me regardait et il me disait « Je suis beau, madame ». Je disais « Ça peut aller ». Et il me disait
c'est grâce à vous, madame. Mais vous voyez, c'était comme il savait que je l'aimais bien et que je crois qu'il me le rendait, c'était plus de la complicité amusée. C'est-à-dire que même dans la punition, il pouvait accepter la punition sans la prendre mal. Voilà. Les parents, très impliqués dans la vie locale et qui disposent de revenus confortables, initient leur enfant au tennis, à la natation. Ils l'inscrivent durant 2 ans au théâtre et à l'école de musique, où il pratiqua la flûte traversière. Partout, le profil du garçon, touche à tout, obstiné et impatient, ne laisse personne indifférent. Il avait le profil d'un enfant précoce, hein, pour qui les tâches scolaires parfois sont rasantes, répétitives, etc. L'approche qu'ont pu avoir les enseignants et l'institution scolaire, c'était ça. Hein. Ce sont des enfants qui sont parfois ascolaires, atypiques. L'école, d'une manière statique, toujours posée au même endroit, au bout d'un moment, ça l'ennuyait. Et plus le cours était lent, et plus on avait des problèmes. C'est un peu le problème des surdoués. On n'arrive pas toujours à comprendre là où ils en sont, là où ils veulent aller. Et lui, c'est tout à fait son cas. C'est comme ça que je le compare à un surdoué à qui on ne donne pas assez à manger et il se lasse, il se fatigue et il s'énerve. Voilà. Au 2e trimestre de 5e, où là les profs n'en pouvaient plus, il était devenu ingérable. Et je pense qu'en même temps, il avait été repéré, hein, faut dire les choses, par des équipes. Mais moi j'étais inquiète, je me disais mais le football, vous vous rendez compte comment il va faire ses études? Et sa maman me disait mais vous inquiétez pas, on va pas le mettre qu'à faire que du sport, il aura aussi un cursus scolaire. Nous en tant que parents évidemment on a toujours envie que l'enfant ait quand même une voie de secours si ça marche pas dans le foot. Mais lui il est tellement sûr de lui, il était tellement sûr de lui que ce qui était important pour lui ne l'est pas forcément pour ses parents. À 11 ans, il est annoncé comme la nouvelle merveille du football français. Le club de Bondy semble déjà trop petit pour son talent. Commence alors pour le jeune Kylian et sa famille la quête d'une structure professionnelle pour poursuivre sa formation. Paris, Caen, Monaco, Lens, Sochaux, Bordeaux, Rennes, Chelsea, Madrid. Les sollicitations vont se multiplier. Le profil du garçon fascine les recruteurs. Pour le vérifier, nous prenons la direction de Caen, dans le Calvados, à 3 heures de route de Bondy. Nous avons rendez-vous avec Laure Anglaise et David Lasserie, 2 anciens scouts du Stade Malherbe de Caen. En septembre 2009, ces chasseurs de jeunes pépites qui ont découvert pour le club normand Raphaël Guerreiro, Mbaye Niang ou encore Thomas Lemar vont être les premiers à nouer de sérieux contacts avec la famille Mbappé. Techniquement, dans l'intelligence de jeu, dans la vitesse, dans tout, c'était bien au-dessus de ce que j'avais pu voir sur plein d'autres joueurs avant. On n'osait pas en fait. Vu le joueur, on s'est dit non mais limite c'est pas pour nous. Enfin, on est à Caen. Même si Caen est un bon club pro, reconnu aussi au niveau de sa formation, mais on était en Ligue 2. Ouais, je sais même. Ouais, on était en Ligue 2, entre Ligue 2 et Ligue 1, donc on s'est dit est-ce qu'on va pas leur... On va y aller, puis finalement ils ont écouté. Ouais. On a fait une proposition qui était râler pas crête, quoi. Et je me souviens, Wilfried m'a dit tu veux attirer un requin avec une canne à pêche. Voilà. C'est la phrase dont vous vous souvenez. Ah ouais, mais parce que je l'avais rappelé en fait, j'ai dit est-ce que vous avez lu ma proposition? Et il m'avait dit bah oui. Il m'a dit il doit manquer une feuille ou. Et j'avais dit s'ils n'étaient pas attirés par l'argent, le financier, c'était pas ça. Mais bon, le gamin avait une valeur quand même qui était bon, c'était un phénomène. L'adolescent sème les graines de son talent sur toutes les pelouses de France. Après Caen, il effectue en juin 2010 un stage à Lens, alors en Ligue 1, et reconnu pour la qualité de son centre de formation. À 11 ans, malgré son gabarit fluet,
D'à peine 1m47 pour 39 kg, il tape immédiatement dans l'œil du patron des équipes de jeunes des 100 et or. Même à 11 ans et demi, sur ce stage, il a montré que c'était un gros potentiel. C'est un joueur rare parce que il provoquait, il tentait des choses, mais en même temps, il sentait les coups offensifs. C'est-à-dire qu'il était capable de lever la tête et de savoir quand est-ce que je dribble, quand est-ce que je passe. Et même s'il avait ce côté provocateur, il était capable aussi de jouer collectivement et de jouer avec les autres. Et ça, c'est une grande intelligence. Et c'est souvent les joueurs talentueux qui ont cette qualité. Un joueur rare qui aiguise l'appétit des scouts anglais et de la puissante Première Ligue. Chelsea, champion d'Angleterre en titre, est le premier club britannique à vouloir recruter le phénomène. Ils étaient proches du Racing Club de Lens. Il y avait un ou deux autres clubs et ils ont failli, Kylian a failli signer au RC Lens, mais malheureusement le club est descendu en 2e division et bon là, c'était compliqué pour nous quoi. C'était compliqué pour le RC Lens et après Kylian et ses parents se sont orientés sur d'autres choix. Avant d'intégrer le centre de formation d'un club professionnel, Kylian Mbappé décide de s'engager avec l'INF Clairefontaine, la pépinière du football français. Kylian, il est là, comme toujours avec son petit sourire d'enfant malicieux, hein, plein de vie et plein de joie. C'était différent et il se passait quelque chose et surtout il y avait une finalité. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très très actifs, qu'on voit partout, qui courent partout et quand on fait le bilan à la sortie, il y a beaucoup de déchets. Tandis que lui c'était un peu l'inverse, on aurait dit qu'il s'économisait, ce qui n'était pas le cas parce que je ne sais pas si on le verra par la suite sur ce type de joueur, hein, mais à chaque fois qu'il avait quelque chose et qu'il faisait quelque chose, il y avait quelque chose au bout. Dribbleur rapide et efficace, joueur élégant et intelligent, l'attaquant aux jambes de feu est considéré comme le crack de la génération 98, en dépit d'un comportement parfois mal perçu par certains éducateurs. Moi, que j'ai beaucoup apprécié tout de suite, perçu chez lui, c'est son côté naturel, avec une forte abnégation. Voilà, qui n'a pas toujours été bien perçu, et par son coach à l'époque, et par ses camarades. Et ça pouvait être pris un petit peu comme de la suffisance, mais moi, je dirais que ce n'était pas le cas. À 12 ans, en première année à l'INF, il poursuit les discussions avec le Stade Malherbe de Caen, qui a obtenu un accord de principe de la famille du joueur lors de l'été précédent. Mais les Mbappé continuent leur tour de France des clubs, au cas où l'entente avec Caen ne se finaliserait pas. Après Lens ou encore Rennes, Kylian Mbappé discute cette fois avec Sochaux et les Girondins de Bordeaux. La priorité de Faiza et Wilfried Mbappé est la même partout. Trouver un éducateur référent qui comprendra le profil particulier de leur enfant, son caractère singulier et qui chapeautera sa formation. À Caen, ce référent aurait pu se nommer Franck Dumas. Il voulait rencontrer Franck Dumas à l'époque, c'était lui l'entraîneur, manager général, entraîneur du club.
Et on avait dit à Franck, surtout, faut que tu sois là, déconne pas. Rendez-vous au club. 14h 14h au club. On a un phénomène, il dit ouais, mais Franck nous suivait, nous, parce que Mbaye Niang, il l'avait intégré, il l'avait même pas vu jouer, il avait dit ouais, vas-y, je le mets, contre Marseille, d'ailleurs, il avait marqué. Et voilà, donc avec Franck, il y avait une relation qui était beaucoup d'amitié. Et Franck est à l'instinct. Et il avait vu la famille, donc il est arrivé un peu plus tard que prévu, il n'avait pas mangé. Donc il est descendu, attends, j'arrive, il est descendu vite fait manger un truc dans le self. Ouais. Il a remonté, puis là, ça a été à bâton rompu, quoi. Il dit à la mère, t'as pas une clope. Il rouvre la fenêtre de la salle de réunion, il fumait. C'est vrai. Et jusqu'au moment de l'entraînement, en fait. Des pros. Ouais. Parce que le lendemain, il jouait le maintien. Le lendemain, de mémoire, je crois qu'on était à la fin de saison, on n'était pas maintenus, je crois. Ouais. Et Franck m'envoie voir Patrice, qui était l'adjoint de Franck, et me demandait simplement de dire à Patrice que Franck ne sera pas là, il est retenu en rendez-vous, donc tu prends la séance. Donc il a privilégié le recrutement d'Mbappé à la séance d'entraînement liée au maintien du club. Parce qu'il savait, lui, que d'abord Patrice, sans problème, pouvait prendre la séance puisqu'ils étaient proches. Mais il savait que là, il y avait un truc. Et il ne l'avait pas vu vraiment, mais il avait senti le coup. Et il a insisté, il a bombardé, il dit ouais, on fera ça, on fera ça. Du Franck Dumas dans toute sa splendeur et avec une humanité débordante, du coup, la famille a été conquise, quoi. Mais au printemps 2012, le club normand est relégué en 2e division. Au nom de l'équilibre budgétaire, ses dirigeants vont hésiter durant des mois, puis vont finir par renoncer à faire signer la pépite Mbappé, qui devait percevoir une prime à la signature de 180 000 € si Caen retrouvait la Ligue 1 au cours de son contrat, ou de 120 000 € si Caen restait en Ligue 2. On avait l'accord oral de Wilfried, tout était calé, la lettre était faite pour Clairefontaine pour dire qu'il signait à Caen. Donc tout était calé et derrière, ils avaient accepté tout ce qu'on avait proposé, même si c'était pas la plus grosse proposition qu'ils avaient. Et c'est moi derrière qui ai rappelé la maman pour leur dire non. Voilà. Et quoi, l'un des moments les plus difficiles de ta carrière ou de... Le plus difficile. De dire non à Mbappé. Marqués par cet épisode, Laurent Glaise et David Lasserie quitteront par la suite le Stade Malherbe de Caen et reprendront en main un club amateur de la région. Nous sommes en mai 2013. C'est la fin de l'interminable feuilleton entre Kylian Mbappé et Caen. Un renversement de situation inattendu qui va alors relancer les 3 derniers clubs toujours en course pour accueillir le phénomène. Le Real Madrid, les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco, rachetés 18 mois plus tôt par le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev et qui nourrit de grandes ambitions. L'effet un peu qui nous a boosté, c'est quand le club est racheté, que les stars arrivent, on se dit il faut se positionner dessus, sur ce joueur-là. Et le moment où on se positionne, donc moi je le vois en match, je fais venir Fred Barry-Larraud, qui était directeur du centre à l'époque, sur un match à Clairefontaine. Et là, il fait un match exceptionnel. Il fait un match exceptionnel et on se dit on est obligé de se positionner, d'inviter la famille, de prendre contact avec le club de Bondy. Donc c'est comme ça que ça se fait. On le connaissait, mais vraiment depuis longtemps, et on connaissait la famille parce que on avait suivi à l'époque Giresse Kembo, son grand frère. Donc voilà, on avait repris contact. C'est comme ça un peu que ça s'est effectué. Comme dans sa scolarité, ses parents s'investissent totalement dans son projet de carrière et le choix de son futur club. Tous ensemble, ils mûrissent leurs décisions. Il a toujours son mot à dire. Quand on connaît bien la famille, c'est toujours une décision collégiale. C'est pas, ce sont pas les parents. C'est Kylian, qu'est-ce que tu en penses? Si Kylian il dit non, à un moment donné, ça sera non, quoi. Parce que les parents vont l'écouter, ils vont être sensibles. Et s'il dit non avec des arguments, bien sûr. Il a des parents qui lui permettent de garder les pieds sur terre. Voilà, il a l'éducation. Son père, c'est un professionnel d'éducation, c'est un éducateur avant tout. Voilà, il a ça, c'est une arme fantastique.
Ils sont bien impliqués, mais leur souci numéro un, je peux vous dire, c'était pas toujours, quand on se voyait, c'était pas parler que de football. Hein. On était vraiment dans l'éducation. À partir du moment où vous êtes dans l'éducation, vous habituez votre enfant, dans n'importe quel secteur où il se retrouvera, à avoir des règles, à respecter les autres, d'accord ? À travailler mieux. Donc, ils étaient impliqués à fond. Je veux dire, à chaque fois qu'il est arrivé, comme tous les autres enfants, je ne vais pas vous dire que c'est des saints, sinon ce ne seraient pas des joueurs, de toute façon. Hein. Joueur rime pas avec saint. C'est toujours quelqu'un qui essaye d'être... Hein. Je peux vous dire que j'ai pas eu de souci pour qu'il le recadre. Lorsqu'ils négocient avec les clubs, les parents exigent des garanties sur le temps de jeu de leur garçon et insistent sur la nécessité de ne pas brimer sa créativité. Avec Monaco, un club dont le modèle économique est basé sur la valorisation de jeunes talents, les discussions s'intensifient. La volonté des parents, la volonté de Kylian, c'était d'être dans une structure qui reconnaît ses qualités. Il ne souhaitait pas un club ou, en tous les cas, un centre de formation qui le transforme en lui disant ta qualité de percussion, t'es un dribbleur, t'es un finisseur, t'es un joueur décisif. Non, il faut que tu arrives à jouer en 1-2 touches de balle. Non, il ne voulait pas ça. Deuxième chose, il voulait aussi une structure où Kylian puisse s'épanouir. Elle me dit ça va marcher, tu peux aller au Real, mais derrière tu deviens un inconnu au bataillon et tout le monde t'oublie. Vous savez, aller au Real, c'est un changement à 14 ans, tout ça, c'est pas que Kylian, les gens ils voient « Oh, mais pourquoi il a pas été au Real et tout ?» Mais c'est pas que ça, c'est un changement de vie catégorique d'une famille. C'est pas facile, l'adaptation, etc. Donc il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, il y a un choix qui a été fait. Et le choix, vous le connaissez, c'est Monaco. On avait les arguments pour le faire venir. Et l'argument pour le faire venir, c'était qu'il jouerait. Il jouerait parce qu'il est de fin d'année, Kylian, donc c'était une petite crevette. Donc il jouerait en 17 ans, 19 ans, en CFA, qu'il y arriverait. Le 3 juillet 2013, l'adolescent de 14 ans signe un contrat aspirant de 3 ans avec le club de la Principauté. Selon nos informations, il aurait alors touché une prime à la signature supérieure à 400 000 €. Rien n'est trop beau pour ce jeune joueur, rempli de promesses et décidément à part. À Monaco, l'été 2013 est brûlant. Tout juste promu en Ligue 1, l'ASM dépense près de 170 millions d'euros sur le marché des transferts. Radamel Falcao, star mondial de l'Atlético de Madrid, signe en Principauté pour 60 millions d'euros. En quelques semaines, James Rodriguez, Ricardo Carvalho, Joao Moutinho, Jérémy Toulalan ou encore Eric Abidal viennent renforcer un effectif taillé pour concurrencer le Paris Saint-Germain. C'est dans ce contexte exalté que Kylian Mbappé débarque sur la Côte d'Azur, avec lui aussi un statut à part. À 14 ans, il est surclassé en U17, une promesse du club monégasque avant sa signature. Loin de sa région natale, de sa mère et de ses frères, l'adolescent peut compter sur la présence de son père, qui a pris une année sabbatique pour l'accompagner sur le rocher. Ça a été une période quand même importante parce que ça a quand même été une prise de risque pour mon frère, qu'il a décidé de prendre, un choix qu'il fait et aujourd'hui lui donne raison. Moi, c'est pour ça que je vous dis que le premier à avoir cru réellement en Kylian, c'est son père. C'est son père. Et le fait de... Après, c'était une décision familiale entre sa femme et lui, et de laisser le petit Ethan aussi de l'autre côté. Donc, c'était pas une décision facile. Hein. Et c'était pas un choix entre Ethan et Kylian. C'était plutôt accompagner Kylian pour l'aider à s'épanouir et à atteindre ses objectifs que Kylian lui-même s'était fixé et que son père aussi avait l'espérance que ça le fasse. Loin de l'idylle espérée, les débuts de Kylian Mbappé à Monaco sont chaotiques. Les rapports entre l'attaquant et son entraîneur Bruno Irles sont désastreux. Le jeune homme n'est presque jamais convoqué avec l'équipe première des U17 et se retrouve parfois en division d'honneur de sa catégorie d'âge. Le but, c'était vraiment de lui montrer ce qui lui manquait, ce qu'il avait comme point fort et ce qui lui manquait pour le haut niveau.
Et je ne l'ai pas senti très réceptif à ces remarques qui auraient été constructives pour lui. On lui dit beaucoup, c'est bien, mais à un moment donné, de pointer ce qui n'allait pas dans son jeu et de lui faire remarquer qu'il y avait des manières de progresser autres, ça a été un peu tendu par rapport à ça. Lui, il considérait que Kylian devait jouer en amateur, mais ça, c'est son problème à lui. Moi, je ne commande pas ça, et ça, je ne suis pas là pour commenter ça. Par contre, ce que je commente, c'est plutôt l'accompagnement à ce moment-là, que ce soit de M. Herlès que du club. Moi, je ne m'arrête pas à M. Herlès, moi je parle d'un contexte général de club. C'est-à-dire qu'on fait venir un joueur, comment on l'accompagne, comment on l'emmène, quel projet, qu'est-ce qu'on met en place pour lui faire atteindre le plus rapidement possible le plus haut niveau. C'est ça qui m'intéresse. C'est là où est ma discussion, qui peut, comme vous dites, éventuellement être rouleuse. Elle est là, ma discussion. Comment vous, de loin, vous le voyez à l'époque, ce problème qu'il y avait à Ah, très mal. Très mal. Très mal. Alors, je peux essayer de me mettre à la place de l'éducateur. Je peux comprendre son fonctionnement, il a un groupe à gérer. Mais j'ai envie de dire, quand on a une grosse machine comme qu'il est, Kylian, sans doute ne gère-t-on pas cette machine comme les autres. Forcément, ça a créé des tensions parce qu'il y avait de l'incompréhension des deux côtés, hein, encore une fois. Mais quand on a un bijou, il faut savoir le polir pour pouvoir le faire progresser rapidement. Et c'est pas forcément en le mettant sur le banc de touche, on crée une distance entre les deux que ça marchera. La preuve, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Bruno Herlès est finalement convoqué par ses dirigeants. La réunion, à laquelle assistent également les parents du joueur, est tendue. Selon nos informations, la direction du club aurait ce jour-là décidé d'interdire à Bruno Herlès d'envoyer le jeune attaquant en division d'honneur. Mais elle ne peut pas l'obliger à l'aligner sur le terrain. En fin de saison, avec l'accord de son club, l'attaquant préférera s'entraîner seul, plutôt que de rester sous les ordres d'Herlès. Il ne va pas m'en vouloir toute sa vie, il se rendra bien compte à un moment donné que ce que je lui demandais, c'est pour améliorer son jeu et pour améliorer sa carrière. C'est pas... Bon, j'ai rien contre lui personnellement, donc il n'y avait pas de souci. Cette gestion du cas Mbappé aura-t-elle été fatale à Bruno Herlès? Toujours est-il qu'il quittera l'AS Monaco à la fin de la saison, envoyé par ses dirigeants dans un club partenaire, à Arles-Avignon. Un an plus tard, le joueur a repris son élan sportif. Il évolue désormais avec les U19. Malgré ses 16 ans, il surclasse ses adversaires et intègre parfois l'équipe de CFA. Beaucoup considèrent qu'il devrait s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Mais Leonardo Jardim le laisse à l'écart. Une situation que Mbappé, impatient, sûr de lui et de sa capacité à affronter les meilleurs, vit extrêmement mal. À 8 mois de la fin de son contrat aspirant, le PSG sent la bonne affaire et rencontre plusieurs fois le joueur et sa famille. Cette époque-là, si on se rappelle bien, au mois d'octobre 2015, c'est un garçon qui ne s'entraîne pas avec l'équipe professionnelle, qui ne s'entraîne pas avec l'équipe réserve, quasiment. Donc il faut aussi convaincre, parler de football, en expliquant pourquoi le profil du garçon nous a séduit, pourquoi on veut absolument qu'il nous rejoigne. Parce que l'idée, encore une fois, c'était de construire un horizon à 5 ans avec Kylian. Snobé jusque-là par Leonardo Jardim, il est finalement convoqué aux entraînements avec le groupe professionnel lors de la semaine internationale de novembre 2015.
Je me rappelle très bien le premier entraînement que Kylian fait avec Leonard Jardim. Au final de l'entraînement, Leonard m'appelle, dit ce gamin, il ne va pas plus descendre en CFA, il va travailler avec nous et quand il va avoir sa chance, je pense qu'il va y arriver. C'est vrai qu'il a tardé un peu, ça c'est la vérité. Un mois plus tard, Kylian Mbappé dispute son premier match en Ligue 1 contre Caen. Tout s'enchaîne très vite. Le 20 février 2016, il inscrit son premier but en championnat contre Troyes et bat ce soir-là le record de précocité à Monaco, détenu par Thierry Henry depuis avril 1995. Tout semble fluide, mais la coulisse est pourtant agitée. Mbappé est en fin de contrat aspirant et la signature de son premier contrat professionnel tarde à se concrétiser. Arsenal et Liverpool sont sur les rangs. Selon nos informations, Arsène Wenger s'implique personnellement et se déplace jusqu'au domicile des Mbappé pour convaincre le joueur de rejoindre les Gunners. Le PSG revient aussi à la charge. Olivier Létang, directeur sportif adjoint du club parisien, échange régulièrement avec la famille du joueur. Mais à Paris, Kylian Mbappé est convaincu que Laurent Blanc, l'entraîneur de l'époque, ne le fera pas jouer. Il restait 2 clubs. Au final, il y avait l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Et je ne vais pas trahir de secret en disant que ce qui a manqué, c'était le ressenti en termes de temps de jeu. Parce que Kylian voulait jouer. Et ce qu'il a ressenti, c'est qu'il aurait plus de temps de jeu potentiellement et plus de possibilités de jouer à Monaco qu'au Paris Saint-Germain. C'est finalement Luis Campos, missionné par les dirigeants monégasques pour débloquer la situation, qui fera basculer la décision. Je me rappelle parfaitement le jour que Vadim me donne l'OK pour moi entrer dans le dossier. Et c'est comme qu'une lumière de Dieu parce que quand il me dit ça, je sors de le vestiaire du centre d'entraînement et je regarde la maman de Kylian à regarder l'entraînement dans la tribune. Je monte la tribune et je passe 40 minutes avec la maman et je l'explique l'avantage avec mon expérience. J'ai déjà travaillé dans les grands clubs du monde. Je l'explique l'avantage d'aller à un grand club du monde à ce moment-là qu'il n'a pas le statut pour entrer dans un vestiaire comme un vestiaire d'Arsenal et de PSG. Je l'ai expliqué que le plus important, c'est qu'il y a le jour qu'il entre dans le vestiaire d'un grand club, les autres joueurs ils doivent dire bonjour Kylian, bienvenue, nous t'aimons beaucoup, viens, tu vas nous aider. S'il entre à ce moment-là, quand nous parle de la rénovation ou de signer ce contrat professionnel, il va arriver dans un grand vestiaire avec des grands égos, des grandes personnalités. Il ouvre la porte et à ce moment-là, personne ne va dire rien. Ils vont regarder, ils vont dire qui est ce gamin. Aujourd'hui, grâce à cette décision, et parce qu'il m'a écouté aussi, et parce qu'ils ont réfléchi bien, aujourd'hui, Kylian, il peut entrer en quelques vestiaires du monde. Je suis sûr quand il ouvre la porte, les autres joueurs ils vont être comme ça. Viens mon petit, tu vas nous aider à gagner des titres. Et ça, c'est le moment décisif que la maman et après le papa, quand j'ai discuté avec lui, ils ont compris très bien et ils ont pris la décision correcte. Le 6 mars 2016, c'est officiel. Kylian Mbappé signe son premier contrat professionnel et s'engage jusqu'en 2019, avec, selon nos informations, une prime à la signature d'environ 3 millions d'euros et un salaire évolutif. 85 000 euros mensuels la première année, 100 000 euros la deuxième et 120 000 la troisième. Une somme considérable pour un jeune joueur qui vient à peine de fêter ses 17 ans. Son premier contrat professionnel est suivi quelques mois plus tard de son premier titre. Au printemps, il remporte la Coupe Gambardella avec les U19 de Monaco et inscrit ce soir-là 2 buts en finale contre Lens, au terme d'une prestation éblouissante.
Il obtient dans la foulée son bac en section technologique STMG. Le jeune diplômé poursuit sa mue et dessine une trajectoire décidément singulière et mouvementée. En équipe de France cette fois, où Jean-Claude Giuntini le considère comme un intermittent du spectacle et n'apprécie ni le joueur ni le garçon. En 2015, il ne l'avait pas convoqué pour disputer le championnat d'Europe des U17 en Bulgarie, remporté par les Bleuets, et lui avait préféré Hudson Edouard, sacré meilleur buteur de la compétition. En U18, Giuntini, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, ne le sélectionne toujours pas. C'est alors que Kylian Mbappé est surclassé par Ludovic Batelli en U19, dans la perspective de l'Euro en Allemagne. L'idée, c'est de décroiser très fort au sol ou de mettre une mine au premier en hauteur, c'est là où le gardien est le plus vulnérable. Oui, touché. On m'a raconté des petites choses sur le personnage, sur son attitude. Vous avez dit quoi de Kylian sur son attitude, son comportement? Qu'il avait un rapport un peu trop individualiste sur le terrain, également en dehors, qui ramenait beaucoup de choses à lui, manifestant parfois des petits mouvements d'humeur, voilà, des choses pas graves, mais qui, souvent accumulées, quand on l'a souvent, peuvent finir par gêner. Moi, j'ai fait fi de tout ça, le connaissant très peu, simplement l'avoir vu sur 2 rassemblements, je me suis focalisé sur